Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, un débrief de la tech qui va encore résonner au son d'OpenAI, qui nous sort une actualité, j'allais dire par semaine, non, c'est presque par jour. Je reprends cette plaisanterie que l'on faisait avec François Sorel il y a encore quelques mois. On va quand même pas parler c'était même en 2023, on va quand même pas parler d'OpenAI tous les soirs. Si, on en parle. Donc on va parler de ce navigateur. Je crois que plusieurs d'entre vous l'ont déjà installé, l'ont testé, et moi le premier d'ailleurs. Et on va revenir dessus. On va donc aborder aussi ce moratoire. On va revenir sur Netflix qui veut aussi plus d'intelligence artificielle. Et puis en deuxième partie, on a pas mal de choses. Le nouveau casque Samsung, Mistral aussi qui rentre au sein de l'administration. Voilà, ça fait pas mal de sujets avec nos débriefeurs que je vous présente tout de suite. Cédric Ingrand, directeur général de Heavyweight Studio. Bonsoir. Salut Fred. Cédric qui accompagne les entreprises justement sur leurs vidéos. Alors pour l'instant, tu es toujours derrière les caméras avant qu'un Sora 2, 3, 4, 5... Oui, il y a beaucoup d'IA maintenant. Ouais. Comme outil et puis même comme création. Il faut juste l'assumer. Voilà. Il faut assumer quand on fait de l'IA. Et Cédric qui connaît bien entendu parfaitement la tech, parce que vous avez quelques boomers là autour de la table. Ah ouais, Tous longtemps été chez LCI et TF1 à suivre ces sujets. Jérôme Colombin, bonsoir Jérôme. Salut Frédéric. Merci d'être avec nous, journaliste créateur du podcast Monde Numérique, que je vous recommande évidemment. Remarquable. Il y a une partie gratuite, une partie abonnée, c'est bien cela. Oui, il y a beaucoup de gratuits. Beaucoup de gratuits. Petite partie payante pour ceux qui veulent la version en tout cas, il y a plein d'interviews. Tous les sujets que vous aimez dans Tech & Co, on les retrouve alors sous un autre angle avec d'autres invités. Donc allez-y. Et Jérôme aussi a longtemps œuvré dans la grande maison Radio France, toujours autour de la tech. Et puis avec nous, Didier Sens, bonsoir. Bonsoir. Didier, merci d'être avec nous, journaliste spécialisé en informatique et évidemment connaisseur parfaite de tous ces sujets dont on va parler ce soir. Alors tiens, Didier, tu as installé ChatGPT Atlas ? Oui, bien sûr, j'étais curieux. C'est le réflexe qu'on a tous dès qu'il y a une nouveauté de ce type-là qui arrive. Et puis c'est quelque chose qu'on attendait aussi un peu. Il y a eu des navigateurs qui étaient plus ou moins assistés par l'IA, mais aucun ne donnait vraiment... On a vu Comet avec Perplexity. On a vu Comet avec Perplexity. On peut même classer Copilot dans le tas. Là, il y a vraiment un changement d'échelle, c'est-à-dire que toute l'interface de navigation du navigateur, donc de cet outil, passe au crible de ChatGPT, ce qui fait qu'on a sur le côté l'interface de communication avec ChatGPT. Il suffit de lui demander n'importe quoi qui concerne la page ou les pages qu'on a consultées, et il est capable d'interagir automatiquement comme ça. Alors, moi, j'ai fait très rapidement un premier essai avec des achats d'accessoires de voiture dont j'avais besoin, bref. J'ai acheté une voiture. Non, pas du tout. Et donc, je lui ai demandé quel était l'accessoire qui correspondait le mieux à ma voiture. Il m'a donné ses conseils. Ensuite, je lui ai demandé de comparer les prix entre Amazon, AliExpress et d'autres fournisseurs. Il m'a fait un petit tableau récapitulatif. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'était pas très au point sur les prix. Il m'a sorti des prix qui n'étaient pas ceux qui étaient dans la version en ligne. Mais ça, je pense que c'est normal parce que ça dépend du moment où il commence à indexer peut-être les informations. Et on se rend compte que c'est vraiment une toute autre manière de naviguer sur Internet, puisque maintenant on a accès directement à l'info et à une espèce de mode de réflexion qui permet d'aller plus loin sur les requêtes. Et justement, parce que j'avais oublié, on a fait un petit sujet, parce qu'Anthony Morel était en matinale ce matin, et il a annoncé le lancement de ce navigateur. On va écouter ce qu'en dit Anthony Morel, on reviendra aussi sur ce que tu viens de nous dire, voilà, et on se retrouve juste après pour parler évidemment de ChatGPT Atlas. Aujourd'hui, vous utilisez probablement Chrome, en tout cas 7 internautes sur 10, quand ils veulent aller sur Internet, utilisent Chrome. Et bien demain, on utilisera peut-être le navigateur de ChatGPT. OpenAI veut réinventer et même dépoussiérer le navigateur dont Sam Altman dit avec un petit peu de mépris qu'il n'a pas évolué depuis l'apparition des onglets. Ah, c'est pas complètement faux, non ? C'est pas complètement faux. Alors qu'est-ce qu'il a de nouveau, ce navigateur Atlas ? Il y a des onglets aussi, ça c'est pas nouveau pour le coup. Il y a une barre de recherche, assez classique aussi, mais le navigateur est complètement taillé pour l'intelligence
d'intelligence artificielle. En gros, vous avez une IA qui va vous accompagner tout au long de votre expérience de navigation. Donc vous avez un volet latéral avec ChatGPT intégré et donc vous allez pouvoir discuter avec le navigateur. Vous êtes par exemple sur un site de vente de chaussures de sport et vous demandez est-ce que ces chaussures peuvent convenir pour un marathon. Vous êtes en train de réserver un voyage. Ah oui, là, sur l'aéroport de mon escale, est-ce qu'il y a une salle fumeur? Donc en fait, il y a cette interaction qui est beaucoup plus fluide, comme si vous aviez ChatGPT toujours à disposition quand vous êtes dans les pages internet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un mode agent qui va permettre en fait au navigateur de réaliser des actions pour moi. C'est-à-dire remplis ce formulaire à ma place. C'est-à-dire tiens, pour Halloween, fais mes courses, débrouille-toi. Donc il va aller sur internet chercher des bonbons, chercher des costumes et puis ensuite j'ai plus qu'à payer. En fait, c'est vraiment le navigateur qui bosse pour moi. Et le dernier point, c'est que ce navigateur, il aura une mémoire. Alors on a déjà l'historique de navigation, mais là ça va aller plus loin que ça. On peut carrément discuter en langage naturel et demander la petite vidéo là que je regardais, ah oui, c'était il y a à peu près 2 mois, un chat qui jouait du piano, est-ce que tu pourrais me la retrouver? Il n'y a plus besoin d'aller chercher vous-même manuellement dans le navigateur, dans l'historique. Alors, rappelons que pour l'instant, il n'est disponible que sous macOS, parce que j'imagine que certains d'entre vous, quand ils entendent ça, vont se précipiter pour le télécharger. C'est que sous macOS, ça va arriver bien entendu très bientôt sous les autres systèmes. Cédric, tu rebondissais sur ce que disait Anthony en disant que c'est la partie agentique qui est importante. C'est la partie agentique, c'est-à-dire la capacité pour Atlas de faire des choses, tout seul, de remplir un formulaire. Et alors c'est intéressant parce que le logiciel t'avertit presque en fait en disant attendez, il y a un mode connecté, un mode pas connecté. Si vous me laissez en mode connecté, j'ai accès à vos identifiants parce qu'il les importe de Chrome, de Safari, etc. Et forcément, tout à coup, c'est lui qui a la main sur tout. C'est-à-dire que tu peux presque lui demander réserve-moi un billet de TGV Paris-Lyon pour mardi prochain. Il peut le faire. Mais il peut pas aller jusqu'au paiement. Alors ça dépend, il ne peut pas encore aller jusqu'au paiement. Parce que le paiement, je sais qu'ils ont un souci autour de ça, parce que s'il paye, qui paye? C'est lui qui paye ou je l'ai autorisé à payer? Et c'est vrai qu'on pourrait se retourner contre... Mais tout à coup, vu que tu peux automatiser des choses, ça donne quand même énormément de pouvoir. C'est intéressant de voir ce que disait Sam Altman sur le fait que le navigateur n'a pas changé depuis les onglets. En fait, Atlas fait à Chrome ce que Chrome avait fait à Internet Explorer. C'est-à-dire que tout à coup, ta barre n'est plus juste une barre de recherche. Google avait transformé la barre d'adresse en barre d'adresse et barre de recherche. Là, on transforme ça en une barre qui est à la fois une barre d'adresse et une barre de discussion. Et c'est intéressant parce que tu vois que GPT sort par le haut, revient par le volet. Enfin, il se passe quand même plein de choses. Mais c'est d'un naturel finalement confondant parce que jusque-là, en fait, on superposait un peu les deux expériences. On allait chercher un truc sur Internet, puis on le copiait pour aller dans ChatGPT pour le coller en disant qu'est-ce que t'en penses. Bref, l'intégration fonctionne vraiment, vraiment bien. C'est rapide, c'est basé sur Chromium. Ça n'a pas... Donc comme les autres navigateurs. Comme l'essentiel navigateur du marché. Tu as relevé, quand on a préparé cette émission, tu as relevé aussi un article qui reprenait l'exemple de Comet. Donc Comet, c'est le navigateur Perplexity. Et qui disait, d'ailleurs Perplexity, je crois qu'il est disponible sur Firefox maintenant. Ils ont fait un accord. Et il disait, attention quand même, il y a quelques inquiétudes sur la sécurité. Si j'ai accès à tous tes comptes et que je peux faire n'importe quelle requête, je peux demander d'aller sur un compte X, Y ou Z, de relever telles données et de me les envoyer par mail, par exemple. Donc, on peut faire là où l'injection de script était un truc un peu compliqué jusque-là, on peut faire de l'injection de script, de prompt, de commande, de manière plus transparente. Donc, je sais qu'on va voir arriver plein de trucs en disant « Ah, il m'est arrivé un truc atroce avec Atlas ». Oui, faites un peu attention, parce que tout à coup, vous laissez la main quand même en mode agent, qui est réservé aux abonnés payants dans l'ensemble. Quoique les premiers utilisateurs ont le droit à 7 jours d'usage étendu. Je ne sais pas si ça comprend l'agent gratuit, enfin peu importe. Mais de toute façon, c'est un usage qui est appelé à se généraliser. Après, l'enjeu, ça va être évidemment qu'il fasse des choses en tâche de fond pour toi sur le long terme. Que tu arrives tous les matins au bureau et puis qu'il t'affiche finalement la revue de presse qu'il a compilée pour toi. Bref, il va se passer plein de choses. Mais finalement, on peut faire un petit peu aujourd'hui avec des petits modules. Enfin, il faut aller programmer un peu dans ChatGPT. La parfaite intégration, l'accès à tes comptes identifiés, etc. va quand même fluidifier tout ça. Et Jérôme, là, Google, oula. Ça, c'est la vraie question. Direct du droit, parce que, là, on a parlé de l'aspect utilisateur. Effectivement, je suis d'accord avec mes camarades. Je pense que là, on peut vraiment parler de game changer. Et le truc, c'est qu'on a l'impression que Google prend une claque. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, Cédric. C'est que ce champ qui n'est plus seulement un champ de recherche, enfin, tu tapes le nom du site que tu cherches, éventuellement, c'est la requête la plus basique, dans le prompt, dans le champ de ChatGPT. Et ensuite, toutes les autres choses. Mais c'est ce que Google voulait faire.
en fait, et qui n'ont pas réussi à faire jusqu'à présent, et ils ont du mal à le faire. Et là, on se dit, waouh, mais c'est quoi Chrome, et c'est fini. Enfin, pas demain, bien sûr, ça prend du temps, ces choses-là. Et puis, en plus, ça pose des problèmes. Quand on regarde Chrome est basculé assez vite devant Internet Explorer. Attends la réaction de Google, à mon avis, d'ici parce que Gemini quand même pas mauvais. Donc Gemini, je l'attends, mais je me fais pas d'illusions. Je veux dire, ça fait 3 ans qu'ils essayent de réagir et ils n'y arrivent pas. Ils sont comme Apple, ils sont à la ramasse. Enfin, non, pas à la ramasse, non, pas exagérer. Je trouve que pas la même ramasse. Tu les traites un peu sévèrement parce que regarde au niveau de la vidéo et des images extraordinaires par IA, le retard qu'ils ont accumulé, d'un seul coup. Non, mais je pense que Google est victime de sa respectabilité, c'est-à-dire que Google. Non, je pense qu'il y a des enjeux financiers derrière. Il y a aussi ça. Parce que l'intérêt de Google, c'est d'afficher une page de résultats de manière à pouvoir publier de la publicité, ce que tu ne peux pas faire si tu es directement en liaison avec le web. Donc il y a cet aspect derrière. Oui, non, j'avais une question parce que hier je m'étais interpellé, je me dis est-ce que OpenAI est pas en train de faire le WeChat dont tout le monde rêve, multi-application qui va faire un peu tout? Ouais, non, on n'est pas encore là, Cédric? Espèce d'app unique, non, parce que c'est pas un truc qui fait. Enfin, évidemment, tu peux faire plein de choses juste au travers d'un prompt, mais ça reste une interface floue, c'est-à-dire que c'est pas un truc qui t'affiche ses capacités, c'est toi qui vas les découvrir au fur et à mesure de tes prompts. Donc c'est pas l'espèce d'app unique à la WeChat justement qui lui te montre très clairement que tu as du commerce, de la finance, de la communication, etc., etc. Je pense pas qu'on en est là. Il y avait, je sais pas si vous avez vu un post sur X de Paul Lee. Qui c'est de La Belle Vie, ce site marchand, enfin commerce de bouche, et il s'est régalé parce qu'il a fait ses courses sur son propre site via Atlas, et il raconte tout le truc. C'est vachement intéressant parce que lui, la conclusion qu'il en tire, c'est qu'il dit que ça va révolutionner le design des sites. C'est-à-dire que il va être obligé de changer. L'agent en question, il va plus regarder les sites comme nous on les regarde. Il va moins s'intéresser aux couleurs, à la hiérarchie des titres, à la formulation des promos, etc. Lui, il va les regarder dans le dur, dans les balises HTML, il va lire le code, quoi. Et du coup, ça va obliger probablement à une refonte et à une nouvelle philosophie des sites web. Et avec sans doute, malgré tout, il dit c'est presque une bonne nouvelle pour les web designers parce qu'ils vont devoir maintenant travailler à la fois pour l'humain et parallèlement pour l'IA. Et devoir intégrer ces deux paramètres. C'est vrai, c'est pas vrai, parce que moi, l'agent, hier, je lui ai demandé, par exemple, de me trouver, entre maintenant et le printemps prochain, un aller-retour au Japon sur 5 à 10 jours, le moins cher du monde. Il a trouvé 480 €, c'était vraiment pas cher pour aller à Osaka. Et il l'a fait en passant par plusieurs sites. Alors, c'est vrai qu'il y en avait un qui avait 3 changements. Ça, j'avais oublié ce truc-là dans le prompt. Faut lui mettre dans le prompt. Exactement, mais il l'a fait en passant par plusieurs sites, par Google, par etc., etc. Et en fait, il y a des moments où il t'ouvre le site et où tu vois son curseur qui va d'un champ à l'autre pour remplir les champs. Oui, mais demain, il aura sans doute besoin d'aller plus vite. Bien sûr. Les sites voudront qu'il puisse aller plus vite, voudront l'attirer ici ou là. Et alors justement, ça va nous attirer sur notre deuxième sujet. Je sais pas, vous en avez fini là-dessus, Didier ? Non, mais je suis d'accord, mais en fait, on en revient un peu à ce que disait Cédric tout à l'heure, c'est-à-dire que du fait que l'IA analyse le code de la page, c'est-à-dire qu'elle peut, elle examine des données qui ne sont pas visibles par l'utilisateur, et c'est là qu'il y a un danger. C'est-à-dire que dans le code, il peut y avoir des instructions qui sont des instructions frauduleuses, qui ont été injectées ou pas par des pirates, et là, il y a un vrai danger. C'est tout ce que craignent des centaines de personnalités, du Prince Harry à Will.i.am. Il y a même le Nobel de physique, Michel Devoré, le français. Ils sont 800 personnalités qui appellent à stopper la course au développement de l'IA. Ils alertent sur les dangers de cette super intelligence qu'on va voir arriver. D'ailleurs, on en parlera avec un écrivain, Émeric Roucher, ingénieur ancien de GameFace, polytechnicien, tout ça, qui a écrit un livre sur l'ultra-intelligence, ça sera en toute fin d'émission. Eh bien, on va parler de cette super intelligence. On écoute ce que nous en dit Erwan Maurice de ce moratoire et on revient tout de suite en parler. Dans 5 ans, l'intelligence artificielle surpassera celle des humains. C'est en tout cas le pronostic de Sam Altman, le fondateur de ChatGPT. Un horizon jugé crédible et qui inquiète de plus en plus d'experts, dont plusieurs pairs de l'IA. Le Nobel de physique, Geoffrey Hinton, et plusieurs informaticiens et chercheurs de renom. Ils s'associent à l'initiative du Future of Life Institute qui met régulièrement en garde contre les méfaits de l'IA. L'organisme appelle à l'arrêt du développement d'une super intelligence tant qu'il n'y a pas un consensus scientifique que cela peut être construit de façon contrôlée et sécurisée.
Loin de là l'idée de tout stopper, explique celui qui est à l'initiative de cette alerte. Utiliser l'IA pour guérir le cancer, c'est une bonne chose. Pour autant, il faut que la machine soit au service de l'humain et non l'inverse, prévient-il. Un appel entendu par de nombreuses personnalités, du milliardaire Richard Branson au cofondateur d'Apple Steve Wozniak, en passant par le prince Harry ou l'acteur Joseph Gordon-Levitt et même l'ancien stratège de Donald Trump Steve Bannon, alors que pendant ce temps-là, à la Maison-Blanche, le conseiller aux technologies David Sachs plaide, lui, pour moins de réglementation sur l'IA. Voilà, donc alors je me suis trompé, j'ai dit le prix Nobel de physique, j'étais cette année, mais c'était qui est un Français Cocorico, c'était l'année dernière Geoffrey Hinton, ancien de Google. Alors donc il s'inquiète des conséquences à long terme, il y a des conséquences... Il n'est pas français, Geoffrey Hinton. Non, mais justement j'étais trompé dans le j'avais dit, comme Erwan Morris avait dit le prix Nobel de physique, j'avais moi tout de suite enchaîné sur celui de cette année, j'étais déjà parti sur 2025. On parle même, il s'inquiète de la pénurie de turbines à gaz, enfin il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça? C'est une alerte technique, éthique, technique. C'est compliqué parce que décréter qu'il ne faut pas améliorer les modèles LLM, un modèle LLM, c'est un peu comme un soufflet. Il y a qu'au moment où on ouvre le four qu'on voit si on a vraiment un soufflet. Et s'il a réussi plusieurs fois chez OpenAI, ils ont cru que ça y est, ils étaient arrivés à l'AGI. Attention, l'intelligence artificielle générale n'est pas la super intelligence. La super intelligence, comme le disait Erwan, c'est le modèle qui est plus intelligent que le plus intelligent des hommes dans chaque discipline. Enfin, et qui accessoirement s'améliore et se met à jour bien mieux que ne le ferait l'homme. Donc c'est un peu un TGV dont on a lâché les freins. Et décréter qu'on va arrêter son développement, c'est compliqué parce qu'à ce moment-là, on arrête tout de suite. Or, c'est pas ça qu'ils disent. Ils disent qu'il faut appliquer les mêmes réglementations qu'on le fait avec les armes dangereuses, ce qui est pas con. Oui, le problème, c'est que on l'a fait pour le nucléaire. On sait ce qu'est une arme et on sait ce qu'elle fait. Il reste un côté boîte noire en fait dans ces modèles dont il est difficile de soupçonner les dangers au moment où on les crée. Il y a une différence, c'est que l'entente sur le nucléaire, c'était des traités de non-prolifération, c'est-à-dire que la technologie existe, on sait à peu près ce qu'elle fait, et on essaye de se mettre d'accord. Il y a aussi des traités de réduction des armements, ça existe. Oui, de réduction, mais c'est la quantité. Mais c'est pas ce que dit Cédric, il a raison. C'est que l'arme, elle est en construction aujourd'hui. On ne sait pas exactement ce qu'elle peut faire. Donc arrêter, faire une pause, ça veut dire quoi? On ne sait pas ce que ça veut dire. Et puis on ne sait pas si... mieux contrôler. Peut-être, justement, c'est là qu'arrive le... De fixer des règles. Oui, de fixer les règles. Déjà, il y a un côté administratif, un peu juridique, fixons les règles. Puis il y a un côté technique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des ingénieurs de très haut niveau qui se plongent dans la mécanique. Chaque fois qu'OpenAI sort un truc, il faut que tout de suite, il y ait un comité qui examine et qui dise oui ou non? Pourquoi pas? Un comité de censure Non, pas de censure, de contrôle. Oui, mais c'est compliqué parce que les concepteurs même de ces modèles ne sont pas capables d'en contrôler les effets. Oui, je sais. C'est d'ailleurs une partie du danger. Il faut être assez conscient de ça. Mais c'est compliqué. Et puis c'est compliqué parce que c'est du software. C'est facile. Les armes nucléaires, faut les mettre sur un camion. Les réacteurs, faut les construire. Là, c'est du software qui, en plus, dans bien des cas, est open source. Donc, il ne connaît pas ni de frontières dans son développement, ni dans son usage. Ce qui me dérange, c'est qu'il y a une espèce d'aveuglement autour de ces technologies. Alors, on le voit là avec l'IA, on l'a vu avant avec, je sais pas, les ordinateurs ou Internet. Il y a une espèce d'aveuglement qui fait ça va beaucoup plus vite. C'est ça qui inquiète un peu d'avant. Non, mais ce côté, la course en avant, c'est-à-dire on y va au maximum, et puis après on regarde ce qui se passe, et après on en c'est très américain. Oui, mais alors et puis on se retourne après. Cette espèce d'aveuglement, il y a aussi une espèce de naïveté. On le voit aussi dans d'autres technologies. Je repensais ce matin, il y avait l'info sur l'histoire des voitures avec le freinage automatique. On adopte des technologies qui ne sont pas au point, et après on se dit tiens, c'est pas au point. Voilà, à un moment il faut arriver à fixer des règles. C'est pas de la censure, c'est simplement du bon sens et de la technique. C'est-à-dire que sur les voitures, encore une fois, on vérifie que les pots d'échappement sont conformes, on vérifie que le moteur il va pas exploser. Voilà. Pourquoi sur l'IA, on ne ferait pas la même chose, encore une fois, avec des ingénieurs de très haut niveau? C'est-à-dire, ce qui est compliqué là, c'est qu'on a, pour moi, je trouve que ce qui est compliqué, c'est que tous ces modèles-là, on est dans une auto-amélioration continue. On n'a pas un point de rupture, on n'a pas un point où on se dira, voilà, le jour où elle va faire ça, non, mais le jour où elle va faire ça, il sera déjà enchaîné, en train de partir. Donc,
c'est compliqué. Non, mais en plus, on a l'impression que cette démarche-là, bon, qui est louable, hein, effectivement, c'est bien de s'interroger. Après, moi, pardon, c'est super de dire qu'il y a Steve Bannon, Will.i.am, le prince Harry et Meghan. Ok, d'accord, mais ça a quelle valeur, quoi? C'est comme le sondage sur la taxe Zuckman. Tu demandes aux gens, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on ponctionne plus les riches? À 86% de oui, alors que la taxe Zuckman ne tient pas la route. Donc, entre parenthèses. Oui. Mais c'était pas ce que je voulais dire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a l'impression qu'il y a plein de revendications qui sont mises comme ça, qui sont agrégées, qui sont très différentes, et de personnes qui craignent des choses très différentes. Voilà. En plus, tu vois, j'imagine que le prince Harry, il craint plus la désinformation, les deepfakes. Voilà. Un Geoffrey Hinton, il va peut-être craindre plutôt le délire computation, enfin de puissance, de capacité de calcul. Derrière, il y a un enjeu économique, il y a un enjeu environnemental, il y a un enjeu politique. Pourquoi l'IA, elle vend en poupe en ce moment? Parce que les États-Unis, qui sont en pointe sur le sujet, mettent toutes leurs ressources sur ce sujet, parce que pour l'administration américaine, c'est un enjeu de politique internationale. C'est d'abord un immense enjeu économique. Ouais. Je voyais un truc dans le Wall Street Journal qui disait qu'aujourd'hui, 92% de la croissance américaine... Il sera en déclin. C'est les data centres. 1200 milliards là aujourd'hui. S'ils n'avaient pas ça, ils auraient une croissance de 0,1%. McKinsey disait hier 7 000 milliards de dollars investis dans les data centres je ne sais plus si c'est aux États-Unis ou dans le monde, d'ici à 2030. Donc évidemment, c'est un moteur de croissance économique extraordinaire, qui est drivé en grande partie par l'IA, pas que, parce qu'à chaque fois on se dit un data center pour de l'IA, oui, enfin un data center pour des data aussi. Mais après, ce qu'il faut croire, ils demandent une gouvernance internationale. Alors ils disent voilà, on agit plus sur la prudence que sur la peur, voilà, parce que sinon, voilà. Ouais, mais le risque quand même, c'est que ça va déclencher des peurs. Oui. Ah, mais elles sont là, les peurs. Et elles vont l'être de plus en plus, parce que il y a des choses quand même qui se passent. Enfin, le problème, c'est que les conseillers sont pas les payeurs, et c'est pas ceux qui développent ces modèles qui en subiront les conséquences négatives. Donc, au contraire. Eux, ils sont sur une trajectoire tous de maître du monde. D'ailleurs, qui est la seule explication rationnelle au fait qu'on investisse avec des jetons de 100 milliards à la fois en ce moment. Il n'y a pas d'autre explication rationnelle. En tout cas, il n'y a pas d'explication économique. Et donc, on comprend que ce soit pas... Mais il faut se souvenir au début, souvenez-vous, quand ChatGPT était sorti et qu'Elon Musk avait dit « Oh là là, tout ça va trop vite ». Oui, c'est vrai. Il faut... parce qu'il avait besoin de rattraper son retard. Parce que lui n'était pas prêt. Deux jours après, il a annoncé Grok en disant « Voilà... » Je suis dans le film. Allez, en tout cas, on suivra ça. Voilà, c'est vrai qu'il y a des gens très disparates. Je pense comme Jérôme qu'ils n'ont pas tous la même entre les deepfakes, la gouvernance internationale, les choix technologiques, ils n'ont pas tous la même pensée. Je voulais vous écouter sur un autre sujet avant qu'on conclue cette première partie. C'est Netflix qui veut plus d'intelligence artificielle dans ses produits. C'était toi, Didier, qui avait repéré cette news du jour. Oui, c'est intéressant parce que pour l'instant, l'IA, effectivement, ça peut apporter beaucoup de choses à des plateformes comme Netflix, sur les recommandations qu'on juge toujours tout à fait décalées, etc. Donc l'IA peut aider peut-être en apprenant de l'utilisateur justement à offrir des recommandations plus pertinentes. C'est intéressant l'IA aussi pour les sous-titres. Peut-être pour les doublages, alors je mets des guillemets parce que derrière il y a aussi tout l'enjeu des acteurs, etc. Mais là, ce que dit Ted Savandos, c'est l'IA va nous aider, ainsi que nos partenaires, à raconter de meilleures histoires plus rapidement et de manière innovante. C'est-à-dire qu'en gros, il entérine le fait que désormais, sur les séries, sur les films, sur les productions qu'on verra sur Netflix, les scénarios, les décors, les acteurs, tout ça pourra être créé par une intelligence artificielle générative. C'est intéressant parce que Netflix est vraiment dans le contrôle de ce qui passe sur sa plateforme. Il faut dire que depuis le début, par exemple, tu sais pas, mais si tu as envie de produire demain un documentaire et que tu voudrais qu'il passe sur Netflix, il faut que, par exemple, les caméras que tu as utilisées soient dans la liste des caméras autorisées. Moi, je vais dans des forums spécialisés où les mecs s'arrachent les cheveux en disant mais celle-là, elle est très bien, pourquoi j'ai pas le droit? Enfin, bref. Donc, ils sont vraiment ils ont une espèce de contrôle qualité qui est pas juste en aval. Et tout à coup, les règles dont ils vont décider pour l'usage de l'IA dans la fiction, du docu, etc., vont être finalement assez
assez normative pour le secteur. Après, c'est normal qu'une plateforme comme Netflix, qui est quand même une boîte de tech aujourd'hui, elle n'était pas à l'origine, mais elle l'est devenue, s'intéresse à l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'il y a tous les aspects. Il y a l'aspect recommandation et l'aspect création. Ils ont commencé d'ailleurs. Je crois que leur premier coup, c'était avec l'Eternaute, où il y avait des scènes faites par... Mais après tout, on en a déjà parlé d'ailleurs sur ce plateau, en fait. Et c'est tout à fait normal. Et comment ne pas impliquer aussi l'utilisateur? On dit toujours un jour, on pourra nous-mêmes choisir la fin. Mais ça, je pense que c'est les expérimentations qui ont eu. Ça intéresse personne. Ça fait 45 ans qu'on promet la télé interactive et qu'on s'aperçoit qu'en fait, personne n'en a envie. Personne n'en veut. Ou alors tout est déjà tourné, on te coince dans des scénarios. On dit, ça existe. Il y a ces trucs dont tu es le héros. C'est amusant une fois, mais en fait, t'allumes Netflix, on a envie qu'on te raconte une histoire, pas que ce soit toi qui travailles pour l'écrire. Alors, en fait, encore une fois, derrière cette question-là, il y a aussi un enjeu économique. C'est parce que le modèle économique, il va falloir avoir derrière aussi. Non, mais les coûts de fabrication d'un documentaire, d'un reportage, d'une fiction avec de l'IA, excuse-moi, mais ça n'a rien de comparable avec tout. Ça, ils le disent. On a vu des extraits. C'était le MIPCOM là, avec les séries, et on a vu pas mal d'entreprises qui disent, nous, on commence les décors, les figurants, tout ça. On fait ça avec. C'est des effets spéciaux, en fait. Oui, c'est des effets spéciaux. C'est une autre façon de les créer. Regarde sur l'animation, tout ce qui va se passer sur les films d'animation, les trucs pour enfants, etc. Tu vas faire quand même très largement baisser les coûts. Ouais, ça va être gênant, encore une fois, quand on arrivera au sujet de la narration, de l'écriture, de la composition d'une série. Voilà. Si c'est l'intelligence générative qui s'en occupe, Mais c'est comme écrire un bouquin ou écrire un article avec l'IA aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, avec par exemple le ChatGPT d'aujourd'hui, tu peux écrire un bouquin ou un article, mais oui et non, parce que par exemple, il sait pas écrire un bouquin en entier, il n'y arrive pas. Même un article, tu es obligé de le coacher à mort, de reprendre, de réécrire, parce que c'est pas très bon. Il est mieux en relecture où il t'indique où tu as fait des fautes de frappe. Alors, soit en relecture de ce que tu as écrit, soit toi en relecture de ce que lui a pondu. Mais en tout cas, il faut les deux, quoi. Il faut l'humain. En tout cas, à ce stade. Donc, je pense que c'est pas une délégation complète à l'IA. Il y a pour l'instant, tu as encore besoin d'hommes pour. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on puisse y penser, quoi. Pour moi, le domaine. Pourquoi ? Parce que pour moi, le domaine de la création est un domaine profondément humain, tu vois. Mais c'est faux. Alors à ce moment-là, aucun écrivain ne doit utiliser du traitement de texte. Ça n'a rien à voir. Mais c'est pas ton cerveau. Le traitement de texte, c'est un outil. Mais oui, il y a même des suggestions, les dictionnaires des synonymes, des trucs comme ça. C'est l'étape d'après. Moi, je sais pas. Non, moi je trouve que pour l'utiliser au quotidien pour faire de la création, alors c'est de la toute petite création de rien du tout. Moi aussi, j'utilise. Mais au bout d'un moment, je jette la moitié des trucs que je récupère, et pourtant je suis un roi du prompt. Mais il y a des moments où c'est. Je suis d'accord. Voilà, c'est ça. Oui, mais ça peut quand même aider parfois. Souvenez-vous, ça n'existait pas il y a 3 ans. Oui, c'est ça. On va voir comment ça va évoluer tellement vite. Allez, on marque une courte pause. On se retrouve juste après avec nos 3 débriefeurs, Cédric Ingrand, Jérôme Colombin, Didier Sanz, pour continuer à parler. On va parler de l'assistant IA, de Mistral qui se développe dans l'administration. On aura l'IA qui détruit des emplois. Amazon qui vient d'annoncer qu'ils allaient créer des 500 000 postes, mais pour des robots. On va reparler de tout ça. Et puis on parlera, si on a le temps, du casque de réalité Samsung et puis des lunettes connectées peut-être chez Samsung tout de suite sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Allez, le débrief de la tech, c'est reparti. On vous a parlé dans la première partie de ChatGPT Atlas, ce nouveau navigateur. Alors, si vous voulez le tester, il faut être sous macOS, mais voilà, il est plein d'espoir et on se pose beaucoup de questions. On s'est posé beaucoup de questions sur son usage et sur la compétition avec Google Chrome. Voilà, et tout ça, évidemment, en podcast, en replay. On reprend nos sujets avec Cédric Ingrand, directeur général de Heavyweight Studio, Jérôme Colombin, journaliste créateur du podcast Monde Numérique, et Didier Sanz, journaliste spécialisé en informatique. Messieurs, on va parler de l'État, le gouvernement, qui lance, l'administration, qui lance aujourd'hui son assistant IA en partenariat avec Mistral AI. Et oui, Mistral AI, on va dire en français, un chatbot expérimenté auprès de 10 000 agents publics dans la justice, l'éducation, la culture, pour les aider dans leurs tâches au quotidien. On écoute ce qu'en dit Nathan Cocampo et on en parle ensuite.
Avec l'IA, soit on boit la tasse, soit on surfe sur la vague. C'est avec ces mots que l'État lance son assistant IA aux côtés de Mistral AI. 10 000 agents de la fonction publique vont, pendant 8 mois, tester cet agent conversationnel maison pour les aider dans les tâches du quotidien, comme l'explique David Amiel, ministre de la fonction publique. On a aujourd'hui des tribunaux qui sont embolisés. On va pouvoir, avec l'intelligence artificielle, décharger d'un certain nombre de procédures bureaucratiques et accélérer les procédures judiciaires. Quand vous êtes un magistrat, vous allez pouvoir avoir accès à l'ensemble de la jurisprudence, ce qu'évidemment les outils qui sont aujourd'hui sur le marché ne vous permettent pas d'avoir parce que c'est des bases de données qui ne sont souvent pas ouvertes. Donc ça va permettre vraiment de pouvoir accélérer les choses. Legifrance, DataGouv, l'agent conversationnel en open source, est en effet connecté aux bases documentaires de l'État tout en étant sécurisé. Si on ne propose pas à nos agents publics le meilleur de ce qui se fait sur le marché, eh bien on aura une IA clandestine, c'est-à-dire que les gens utiliseront ChatGPT en cachette. Et évidemment, ce serait une catastrophe pour notre souveraineté et pour le fonctionnement de nos services publics. 300 000 € ont été investis dans des infrastructures publiques pour protéger les données et permettre cette expérimentation. 8 mois de tests pour évaluer les cas d'usage et chiffrer le coût d'une généralisation prévue l'an prochain. Cocorico, donc c'est Mistral, évidemment notre IA française. Et puis enfin, on commence à avoir ce côté un peu souverain passé. Alors évidemment, c'est un produit éminemment efficace aussi, Mistral. On ne le prend pas. Enfin, j'imagine que l'État ne le prend pas uniquement parce qu'il est français. On a eu un petit sourire en coin quand on a dit c'est 300 000 € d'investis parce qu'on passe de l'autre côté de l'Atlantique. On dit ils ont oublié 6-0 là derrière. Sous un coussin du canapé. C'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de belle initiative quand même déjà pour Mistral et puis pour les agents du gouvernement, enfin les agents du gouvernement dans la justice, éducation. Est-ce qu'il y a un besoin, est-ce qu'il y a une demande? Mais oui, bien sûr, mais évidemment. À 100%. Non, mais la question c'est comment tu utilises ton corpus de données. Quand le corpus de données c'est toute ta réglementation, toutes tes notes internes, tous tes trucs, tes manuels, tes machins, évidemment que tu as besoin d'un moteur pour arriver à naviguer à l'intérieur. C'est pas exceptionnel. Je trouve ça très bien que ce soit fait et que ce soit fait dans des délais qui sont pas normalement ceux de l'État. Parce que l'État est lent, c'est un peu consubstantiel. Et tu vois, quand je me regarde, je m'inquiète, et quand je me compare, je me rassure. On a quand même un digital de l'État, j'ai envie de dire, qui fonctionne pas mal. Quand tu cherches un truc sur service.fr, tu le trouves. On te donne des simulateurs. Enfin, le site des impôts est le truc qui fonctionne le mieux, mais c'est un peu normal. C'est quand même la grande l'argent, donc c'est logique. Non, quand même. Ça a besoin quand même d'être amélioré, d'être simplifié, d'être rendu plus accessible, et notamment grâce à un chatbot. Ça, c'est le bonheur. Sauf que c'est Albert, en fait, dont on parle. Mais c'est un Albert relooké. Relooké, oui. Il avait été annoncé. Il avait été annoncé lors de Vivatech. Et puis voilà, ils l'ont bien refait. Mais effectivement, ça va être un accélérateur, mais qui, pour l'instant, dans un premier temps, sera réservé aux agents de l'État. C'est eux qui l'utiliseront et qui s'en serviront pour répondre au grand public. Mais moi, j'aimerais qu'on soit déjà à la phase 4 et que ce soit le grand public qui accède directement à ces infos-là. Mais les gens sont déjà complètement paumés. Tu as vu ces rapports qu'il y a eu récemment sur les gens. Non, ça sera beaucoup plus simple. La population est en difficulté avec justement la numérisation de l'État parce qu'elle n'est pas aboutie, parce qu'effectivement il y a des bugs, il y a des moments où ça marche pas, où c'est compliqué, où il y a des démarches à faire. Donc si on rajoute une couche en plus, excuse-moi, mais là ça va être mais t'es d'accord que c'est la meilleure interface qu'on connaisse aujourd'hui. Parce que quand ça marche. Tu as essayé le chatbot de SNCF Connect? Non, mais attends, si tu me parles de trucs qui marchent pas, évidemment, mais quand ça marche, moi j'utilise plein de logiciels comme ça en SaaS, tu vois, des trucs de boulot, et chaque fois que j'ai un problème, une question, un problème technique, etc., je passe par le chatbot, mais je suis soufflé par la qualité des réponses. C'est incroyable. Tu es tombé sur les bons exemples. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un au bout. C'est chaque fois que j'avançais dans la question, après il me remettait au début. Mais parce qu'il n'est pas bien fait. Un problème avec machin. Ah oui, mais ça c'est autre chose. Powered by ChatGPT. On sait quand même que ce sont des outils qui sont hyper puissants pour simplifier l'accès et simplifier l'exploitation de matières complexes. Hier, il a fallu que je trouve une info dans une convention collective. Je ne l'ai pas trouvée parce qu'il n'y avait que des mises à jour. Je ne savais jamais si j'avais la bonne version. Si j'avais eu un chatbot capable de me dire dans la dernière version de votre convention collective, il y a X, Y et Z, j'aurais été vraiment...
puis les foires aux questions, c'est jamais ta question exactement. Enfin, tu reprends toujours globalement, tu dis oui, moi je voudrais un truc en plus. Alors tu vas écrire, donc tu vas mobiliser un agent autour de ça. Là, moi je trouve ça plutôt pas mal. Ah non, mais c'est formidable. Alors, évidemment, moi je trouve que la démarche d'efficacité. est intéressante et intelligente, c'est-à-dire de filtrer l'usage par les agents concernés. Et ça c'est bien parce que c'est eux qui savent exactement ce dont ils ont besoin et ce qui va correspondre au public. Si on arrive directement à ce que tu dis, la phase 4, on n'est pas prêt, c'est pas le moment. Ok, je suis d'accord. De toute façon, l'outil n'est pas prêt parce qu'on sait que ça va pas très bien marcher. Et effectivement, c'est là où l'expertise des agents permettra, mais exactement comme nous quand on utilise ChatGPT au quotidien, ça permet de corriger les erreurs, de savoir non mais ça c'est pas possible, c'est pas crédible, c'est pas vrai, il s'est trompé, etc. Mais c'est quand même une voie qui est fantastique. Ça se fait dans des grandes entreprises. Ils font ça chez Orange. Ils ont développé ça en interne chez Orange, un chatbot basé sur ChatGPT qui aide tous les gens du service client à répondre aux clients. Et c'est un truc qui accélère énormément et qui fluidifie le système. Et alors, encore une fois, il y a quand même un petit bémol, c'est-à-dire l'authenticité des informations. Si jamais tu tombes sur une hallucination... Ah bah bien sûr, ça c'est le dérapage. Et après, moi je vois aussi le rôle de Mistral dans tout ça, c'est que Mistral va continuer à entraîner ses oui, ça c'est très bien. Aussi. On aurait du mal à imaginer qu'il le fasse avec OpenAI quand même. Oui. Non mais fut une époque où je ne suis pas sûr que l'on s'est passé par s'il n'y avait pas eu Mistral. Oui, et déjà s'il n'y avait pas eu Mistral. Il y a déjà plein d'entreprises publiques qui ont leur cloud sur Amazon, sur AWS. Chez Microsoft, tout ça, oui, bien sûr. Bon, en tout cas, voilà, belle initiative, c'est lancé, alors ça avait été annoncé, il y avait Albert, enfin voilà, nouvelle version. On va voir et je trouve que c'est plutôt, voilà, on est quand même plutôt positif autour de ça. Autre sujet, alors, vous savez, il y a, alors c'est un, moi je l'ai vu sur TechCrunch, le site TechCrunch, c'est non, c'est les journalistes, je crois, de Bloomberg qui ont récupéré des informations comme quoi des échanges entre dirigeants d'Amazon, comme quoi ils allaient... Donc Amazon aujourd'hui, c'est 1,2 million d'employés humains et un peu moins d'1 million d'employés de robots. Et là, ils vont alors non pas remplacer ces humains par des robots, par contre, ils vont créer des emplois, mais des emplois, enfin créer des tâches plutôt, on va parler comme ça, et ce seront 5 à 600 000 robots qui vont utiliser ces tâches, qui vont répondre à ces tâches. Alors, ils vont encore plus automatiser l'entreprise. Et donc là, bien voilà, ça y est, on y est, quoi. Mais ça, ils s'en cachent pas. Amazon, depuis le début, disent que tout ce qu'ils peuvent automatiser, ils l'automatisent, ils l'automatiseront. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, tiens, je prends juste une petite parenthèse. François Sorel est justement chez Amazon en ce moment, et il fera une émission en spéciale lundi. Il reprendra un peu tout ce qu'ils ont vu là-bas, parce que si vous nous regardez en télé, tous ces entrepôts, enfin oui, voilà, ils ont vu pas mal d'innovations. Il nous en parlera lundi. Non, mais quand on dit embaucher des robots, Fred, c'est un peu parce que voilà. Puis je crée le côté anxiogène. Non, c'est pour ça que j'ai changé. J'ai dit donner des tâches à des robots. Et ils font quand même énormément avancer le bouchon, Amazon, et justement dans la collaboration entre robots et humains. C'est des robots qui sont souvent axés sur plus de productivité, oui, mais aussi moins de pénibilité pour des tâches qui sont pas faciles. On voit les images là, c'est pas franchement manipuler des cartons, mettre en carton, hyper répétitives, etc. En revanche, tu mets une machine pour faire ça et tu mets un humain qui vient juste surveiller, faire le grand frère, intervenir quand la machine ne sait pas, pour débloquer des, entre guillemets, situations de crise. C'est valorisant pour l'homme et c'est tout à fait logique pour une entreprise. Par contre, le risque, c'est ça, c'est qu'on a besoin de moins d'hommes aussi. Oui, mais les 600 000, est-ce que c'est vrai? C'est pas des suppressions de postes, non, c'est des créations. C'est des non-créations. Des non-créations, oui. Bon, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire. Cédric. Non, mais ça, c'est pas le plus étonnant, c'est même le plus logique, parce que l'automatisation, elle est toujours arrivée jusque-là. Surtout dans ces métiers. Mais par le bas de l'échelle. C'est-à-dire qu'on a automatisé l'industrie, l'agriculture, etc. Les effets attendus ici sont totalement différents. C'est l'automatisation de professions intellectuelles, d'endroits où on a besoin d'avoir de l'expertise, du jugement, etc., etc. Donc le vrai danger, il n'est pas là. C'est-à-dire que ça, c'était attendu depuis longtemps. On sait que, de fait, comme disait Jérôme, tout ce qui peut être automatisé le sera. Les effets à moyen et peut-être pas si moyen terme attendus, ils sont plus sur des professions intermédiaires. Ouais. Alors, ce qui est juste encore un mot, ce qui est étonnant, moi je suis allé visiter un centre un peu démo d'Amazon. À côté d'Orly, il y en a. Ouais. Mais non, c'était en Allemagne. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il y a des choses qui sont toujours pas automatisées et toujours pas automatisables. Alors tu te dis, mais comment c'est possible? Et notamment, une personne qui range tous les colis dans une caisse pour le transport
transport pour que ça parte en petite camionnette, faire un joli Tetris comme ça, le mieux optimisé possible, il n'y a pas de robot qui sait le faire aujourd'hui. Ça viendra. Oui, ça c'est... Mais c'est un vrai défi technologique. Ils sont sur le coup. Il n'y a pas de robot, oui, mais pour l'instant, ils ne peuvent pas. C'est un humain qui est obligé de le faire. Et alors, on parle de ce sujet parce qu'il y a une étude qui est sortie il y a 2-3 semaines. Oui. Didier, c'est de l'université de Yale, aux États-Unis. Yale, d'ailleurs, où est je parlais de Michel Devoré, notre prix Nobel de physique, il est enseignant et chercheur à l'université de Yale. L'IA détruit des emplois, pas si sûr selon cette étude. Oui, c'est intéressant. Ce sont un groupe de chercheurs qui ont étudié ce qui s'est passé sur le marché de l'emploi aux États-Unis depuis novembre 2022, donc date la sortie d'OpenAI, enfin de ChatGPT. Et c'est assez intéressant ce qu'ils ont constaté. Ils ont constaté 2 choses. La première, c'est que le nombre de licenciements, de recrutement, de mobilité de l'emploi n'a absolument pas bougé depuis 2022 jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Il y a eu quelques licenciements massifs, on se rappelle de ceux de chez Microsoft, chez Meta, etc. Mais le taux d'emploi est resté le même. C'est-à-dire aux États-Unis, c'est à peu près 60% des personnes en âge de travailler. Et ce groupe de chercheurs estime qu'on est dans la même tendance qu'à l'arrivée, on en revient toujours aux mêmes technologies, mais à l'arrivée du PC en entreprise ou à l'arrivée d'Internet, c'est-à-dire qu'il y a eu certaines évolutions dans le domaine de l'emploi. Il y a eu des reconversions, il y a eu des suppressions de postes, il y a eu des créations de nouveaux métiers, mais tout ça, ça a été compensé en fait par des embauches par ailleurs. Donc, on n'est pas sur une destruction massive de l'emploi, disent ces personnes, mais on est plutôt sur un mouvement assez mou, quoique elles expliquent aussi qu'il faudra beaucoup de recul avant qu'on puisse étudier vraiment les finalités. Et dernière chose, elles disent que les métiers les plus exploités, les plus exposés aux méfaits de l'intelligence artificielle, dans la programmation, les maths, les médias, la finance, le commerce, etc., ne sont pas plus concernés par ces changements internes et les suppressions d'emplois que les métiers les moins exposés à cette technologie. Ouais. Et si je donne 3 mots, c'est à ce jour. Parce que moi, j'ai trouvé indigente cette étude, mais indigente. C'est équivalent à dire, non, mais regardez, au début, la grenouille dans la casserole, tout va bien. Et la veille de la météorite, les dinosaures étaient vraiment à la cool. Donc, si tu veux, c'est parce qu'il y a une autre étude d'un autre prof d'économie à Yale, sortie en juillet. L'étude, elle est intitulée « Nous ne manquerons à personne ». Et lui, son postulat, c'est de dire, attendez, on va arriver dans une situation où si 50% de la population s'arrête de travailler, on ne verra pas la différence, où on va arriver sur une situation de croissance absolument astronomique, mais dont seuls 1% seront drivés par le travail et par les humains. Et où va le produit de la croissance ? Il ne va pas au travail et aux humains, le produit de la croissance, il ira à ceux qui détiennent la puissance de calcul. Encore une fois, seule explication économique logique au fait qu'on investisse à fond perdu dans des data centers. Donc si tu veux... Non mais ça, d'accord, mais c'est une hypothèse, on est d'accord. Là, elle s'appuie sur des données statistiques, c'est ça que je voulais dire. Oui, mais c'est à ce jour, c'est un sondage plus qu'une hypothèse économique. Toi, c'est une prévision, toi, c'est une observation. Oui, absolument. Vous n'êtes pas sur la même temporalité. Effectivement, en fait. sur une temporalité précise. Ouais. Mais il y a une autre étude, puisqu'on est dans les études de Stanford, qui est Stanford du mois d'août, et qui est intéressante en revenant plus à l'échelle de l'entreprise, sur qui est impacté, parce qu'il y a quand même un petit peu des métiers qui changent, même des gens qui, dans certaines entreprises, sont mis de côté ou sont des postes supprimés. Nous-mêmes, je pense qu'au quotidien, on voit que notre métier, les tâches que l'on fait, on les fait un peu différemment. Oui, mais on ne remplace pas complètement, mais pas remplacement. Mais ceux qui risquent de morfler, entre guillemets, si je puis me permettre, étonnamment, ce seraient les plus jeunes au bénéfice des seniors, parce que on l'avait vu surtout dans la programmation. C'est ça, parce que tu mets une IA, mais on le voit chez les avocats, il sait driver l'IA parce qu'il a son expertise, etc. Et ça va l'augmenter, ça va le décharger de tâches répétitives, etc. Et il va vraiment tirer un bénéfice, et il saura rectifier notamment les erreurs, etc. Tu mets un jeune qui a peu de pratique. Il va prompter, mais il sera incapable de juger le résultat qui est produit. Il va se laisser dépasser. Et finalement, s'il trouve l'entreprise où
où il aura l'occasion de prompter, parce que... Mais je crois qu'il y a encore une autre étude qui dit le contraire, donc on peut en reparler demain si vous voulez. Non, mais c'est le souci, c'est pour ça. Moi, j'entends quelques fonds d'investissement qu'on a sur ces plateaux qui nous disent on embauche de moins en moins de jeunes parce que justement on a des IA qui sont de plus en plus performantes pour préparer nos dossiers et tout ça. Oui, pour augmenter pour ça, les capacités de gens qui sont déjà en place. Donc c'est bien, c'est un peu la revanche des boomers. Et moi, je lance un appel justement aux écoles de commerce en disant n'oubliez pas, vous êtes des écoles de commerce, donc formez des commerçants, formez des commerciaux et arrêtez de dire aux jeunes tu seras très bien dans un fonds d'investissement, tu seras très bien. On leur fait miroiter plein de choses. Le commercial, on a besoin de commerçants, on a besoin de commerciaux, donc foncez. Donc en tout cas, on va suivre ça. Mais moi souvent, la discussion que j'ai en entreprise, c'est de dire écoutez, faites que chacun des métiers fasse sa cartographie de toutes les tâches et il va voir. Il dit là-dessus, c'est l'humain, là-dessus, c'est l'humain. Ah, tout ça, c'est de l'automatisation et c'est peut-être là où il faut que j'oriente comment j'oriente mon travail pour que cette automatisation me serve et que je puisse faire... Exactement, à titre individuel, il faut arriver à jauger et à définir sa propre zone de compétences exclusives qui ne peut pas être remplacée par l'IA et inversement, toutes les choses qu'on peut faire par l'IA. Allez, autre sujet, je sais que vous aimez bien ce thème-là, c'est les nouveaux, c'est les casques de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Et là, c'est Samsung. Alors, on l'avait prévu, Léa Benhammi l'avait dit dans son Flash Tech il y a quelques jours. C'était hier soir, la sortie du nouveau casque de réalité mixte Galaxy XR de Samsung. Concurrent de MetaQuest, concurrent aussi du Vision Pro d'Apple. Et puis surtout, moi j'ai trouvé que la star dans tout ce show-là, c'était finalement Gemini de Google. Parce que c'est une interface. C'est lui qui fait tourner tout ça. Cédric. Non, alors c'est bien parce que c'est un peu toujours le même problème, c'est une solution en attente d'un problème et d'un truc auquel il manque quand même une killer app parce que est-ce que toi tu as envie de te propulser demain pour aller le commander en avant-première ? La killer app pour moi c'est le prix. Le jour où j'aurai des trucs très peu cher. Exactement. Le Vision Pro d'Apple serait très peu cher, je l'aurais acheté depuis longtemps. Le poids aussi. Donc il a le même problème que le Vision Pro d'Apple, mais pour moins cher. Et alors c'est une boutade. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien, quoi. C'est ce que tu veux dire. Il vaut $1,800 puisque Apple a légèrement baissé son coût, contre 3 500 pour le casque d'Apple. Tu vois, c'est quasiment la moitié. Super. Et alors c'est une boutade parce qu'évidemment il y a plein de gens qui ont un intérêt à utiliser ce genre de choses. Peut-être dans des environnements professionnels, mais à utiliser encore au quotidien, ça reste un gadget extraordinaire en termes de technologie. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et en plus, la maîtrise des OLED à l'intérieur, c'est magnifique. Mais le besoin, si tu veux, même si c'était au prix d'une Nintendo Switch, il se vendrait quand même encore plus de Switch. Je pense que c'est la même démarche qu'Apple, c'est-à-dire on regarde les technologies qu'on va utiliser, on fait un on fait un produit, excuse-moi, un proto, mais on a tous compris l'idée, et après on regarde ce qu'on peut en tirer pour faire d'autres produits plus petits, plus légers, moins chers, etc. Mais depuis le début, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, on vend ça comme un produit grand public, mais en fait c'est du B2B, parce que dans le B2B, ça trouve des applications. HoloLens, ça a fait une reconversion qui était plus ou moins, qui était assez réussie. Comment il s'appelle, les Taïwanais aussi, HTC. HTC qui s'est complètement orienté sur le B2B et ils trouvent des débouchés. Alors après, c'est même du B2B2C. Ils ont fait des trucs qui étaient intéressants, des démonstrations. Moi, j'étais allé voir au château de Versailles une immersion dans le Versailles d'avant, Notre-Dame en fait c'est très sympa. Sur les impressionnistes aussi, c'était incroyable. Mais tu l'achèterais pas pour faire la même chose chez toi, par exemple? Non, il y a des gamers aussi qui sont très concernés par ce genre de sujet. Moi, ça me donne mal au crâne et de la nausée, donc en général, j'y arrive pas. Mais tu remarques que ça arrive en ajout à ta PlayStation, etc. Ça ne remplace pas. Et donc le modèle économique reste encore fragile, quoi. Et non, par contre, l'intelligence, c'est justement d'avoir mis, je le disais, pour moi, la star du show, c'était Gemini de Google. Il y avait plein d'applications. Il faisait tourner l'IA de Google et c'est vrai que on disait tout à l'heure pour les navigateurs, c'est vrai que Gemini est plutôt une belle IA dans ce domaine-là. Et puis là, tiens, qu'est-ce qu'on a vu? Il nous reste encore quelques minutes pour en parler. Eh bien, Samsung a glissé quelques infos, va lancer des lunettes connectées en partenariat avec Google. Évidemment, à partir du moment où Apple a dit qu'il travaillait sur le coup. Alors, ils avaient déjà projeté. Alors, voilà, je sais qu'on a déjà beaucoup parlé ici, mais oui, c'est logique que ce marché commence à... C'est normal.
Mais parce qu'en plus, là, on est face à un acteur qui maîtrise toutes les technologies de la chaîne. C'est vrai. Ils ne sont pas forcés d'aller se servir ailleurs. Non. Donc, même juste comme, à la limite, comme vitrine à l'intention du reste du marché pour dire, regardez, nous, si vous voulez faire des trucs comme ça, les technos, elles sont toutes chez nous, c'est finalement logique en tant qu'industriel. Et puis là, on tombe sur des usages qui sont plus grand public, qu'on peut mieux imaginer au quotidien, qui sont aussi dans des zones de prix où là, on tombe, si tu veux, dans l'enveloppe d'un beau cadeau de Noël. Oui. Voilà, c'est plus facile à concevoir que, moi, je pense, que le casque, quoi. Jérôme. Que dire d'autre à part que ce que dit Cédric. Puis on attendait, de toute façon, on savait là que sur cette période, en fait, c'est des dizaines de lunettes. Il y a des tas de constructeurs. Il y a même des marques dont on parle jamais. C'est Warby Parker et Gentle Monster, tu vois. Ah oui. Alors, parfois, c'est des distributeurs américains. Des grands noms. Des grands noms. Non, mais Warby Parker, c'est l'équivalent américain de, comment s'appelle ce lunetier cool Atoll. Non. Qui fait des tote bags que toutes les filles de Paris ont. Oh, flûte. C'est de là que viennent mes lunettes. Regarde sur le côté. Je regardais, je vais essayer de te retrouver ça. Jimmy Fairley. Voilà. Jimmy Fairley. Voilà. C'est eux qui ont inspiré Jimmy Fairley, donc c'est devenu une vraie grande marque. Oui, tu vas trouver ça chez Afflelou. Enfin, je veux dire, c'est... Ok. Bon. Si, encore une fois, si tu en vous as auriez beaucoup envie, de choses à dire sur ce. Si jusque-là, Non, mais Didier, il en veut pas. Vas-y, explique-nous pourquoi c'est pas bien. Non, mais lui, il a déjà une Apple Watch au premier, donc lui, il n'est pas emmerdé par le fait d'avoir 20 notifications à la minute. Donc c'est pas grave, il les aura dans son champ de vision. Mais là, on est en train de parler d'un Vaporware quand même. Hein, les lunettes Samsung, on va attendre qu'elles arrivent. Oui. On va attendre de regarder un peu la technologie qu'ils vont utiliser. Et puis on les mettra en face de celles de Meta et de celles d'Apple. Moi, je suis juste un peu effrayé par les utilisations qui seront faites de ces trucs-là. Parce que c'est pas la techno qui me fait peur et j'adorerais la voir, mais je pense que comme beaucoup d'outils, des gens vont s'en emparer et vont l'utiliser sans vergogne, et on va voir entre les gens qui vont filmer tout et n'importe quoi dans la rue et puis ceux qui vont se promener avec le regard hagard, c'est-à-dire l'œil dans le coin, c'est pour regarder des notifications, qui seront complètement déconnectés, et tout ça pour avoir un flux TikTok qui défile. Enfin, on va vers un abêtissement généralisé. Ils vont bouger les bras parce qu'il va y avoir évidemment... C'est marrant, t'es plus pessimiste sur l'humanité que sur la technologie. Complètement. Je crois beaucoup plus dans la technologie que dans l'humanité. Cette semaine d'ailleurs, pour revenir un peu sur tous ces objets connectés, on a eu un débat un soir aussi sur les bagues connectées. Parce que là aussi, je trouve que là, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a Oura, évidemment, qui a levé 900 millions, qui est en train de... Ça marche pas à tous les coups. Apparemment, Samsung a eu des problèmes avec... Oui, il y en a un qui a failli couper le doigt, là. Mais là aussi, on commence à voir... Et la bague connectée, j'avoue que peu à peu, je commence à y croire un peu plus, moi. Je sais pas, Cédric. Si tu as une montre, ça n'a aucun intérêt. Oui, c'est ça. Pour dormir, si, moi je pour la nuit. Pour dormir. Je dors pas forcément avec ma montre, mais je trouve que là, tu vois, quand on parlait l'autre jour, on est toujours en train de s'interroger quel sera l'appareil que vont nous sortir Johnny Ive et Sam Altman, parce qu'on sait qu'ils ont signé un accord, qu'ils vont sortir quelque chose. Les appareils. Ou les appareils, voilà. Ce serait un pendentif, apparemment. Sans écran, pardon ? Ce serait un pendentif, apparemment. Un pendentif. Ça pourrait être une bague. Un truc que tu mets autour du cou, comme ça. Bon, eh bien messieurs, on a fait le tour de tous ces sujets. Merci encore infiniment à tous les trois. Cédric Ingrand, directeur général de Heavyweight Studio, Jérôme Colombin, journaliste créateur du podcast Monde Numérique, et Didier Sange, journaliste spécialisé en informatique. Tiens, je profite de vous avoir aussi ici et pour vendre un peu ce qu'on fait notre cousine proche BFM TV. Si vous avez l'occasion, allez voir sur BFM TV, ils ont fait une animation à base d'IA sur le braquage qui s'est déroulé au Louvre, et allez voir, c'est plutôt pas mal fait. Je pense que ce sera intéressant, on va en parler avec François, de recevoir la journaliste qui a mené tout ça dans le cadre de Ligne Rouge, qu'elle montre un peu comment elle a travaillé. Elle était sur place. C'est une complice. Première sur l'info. Non, mais elle est partie from scratch. Il y a eu ce fait, on savait à peu près comment tout ça s'est déroulé, et elle a créé et vous allez voir, cette animation, c'est assez... c'est une bonne idée. C'est assez classique. Et puis, ça nous interroge aussi. Ça prend le travail des figurants et des intermittents du spectacle. Il faut plus l'inviter. Ça nous interroge sur une nouvelle façon de travailler. Merci encore infiniment à tous les trois.
On se retrouve demain. Non, on ne se retrouve pas demain, c'est nous. Reste encore une partie à faire. J'ai encore une partie à faire. On a plein de Nous, choses. on s'en va. Le recrutement dans l'armée. Et on doit parler du livre Ultra Intelligence. Il en reviendra justement un peu. On en a un peu parlé ici avec Aymeric Roucher, que certains d'entre vous connaissent peut-être parce qu'il a fait un passage chez Hugging Face. Allez, à tout de suite sur BFM Business. Ne nous quittez pas. Et si vous avez manqué le début du débrief, il sera en podcast évidemment. Et puis sur YouTube. Allez, à tout de suite sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. On va parler recrutement dans l'armée de terre. Alors recrutement évidemment avec de la technologie et pour la technologie. Comment l'armée de terre prépare l'avenir avec le colonel Pierre-Arnaud Borelli. Bonsoir. Bonsoir. Colonel, merci d'être avec nous. Pardon, vous êtes chef de corps du groupement de recrutement et sélection Nord-Ouest, donc basé à Rennes. Vous avez participé à la montée en puissance de la cyberdéfense entre 2015 et 2020. Vous avez commandé le groupement de cyberdéfense des armées 2020-2023 et donc depuis 2023, vous êtes en charge du recrutement de l'armée de terre pour les 18 départements du Grand Ouest. L'armée de terre aujourd'hui, c'est 350 postes d'officiers, 450 postes de sous-officiers experts en cyberdéfense. C'est exact. Donc voilà, ça fait une belle entreprise déjà, une belle ETI en cyber. Vous comptez encore augmenter tout cela pour 2031. Alors il y avait un programme qui s'appelait Peux-tu le faire ? Voilà, c'est un programme qui avait été lancé il y a plusieurs mois. Voilà, alors ça c'est le titre de notre campagne de recrutement, nouvelle campagne de recrutement depuis 1 an, où on interpelle directement la jeunesse en lui disant peux-tu le faire ? Et on lui propose de venir avec nous, effectivement, à travers des images de métiers qui sont simples, au travers desquelles le jeune peut s'identifier et choisir de venir à notre contact et nous découvrir, effectivement. Alors ça c'était pour les jeunes, mais pour les jeunes, vous avez aussi un jeu alternatif. Il y a un mois, on a lancé une campagne plutôt destinée, donc depuis la rentrée, vers les cadres, nos sous-officiers, officiers, et puis sur nos spécialités un petit peu en tension. Et puis effectivement, les cadres au sein de l'armée, vous avez essayé que des gens bifurquent un peu dans leur carrière militaire pour aller vers ces alors non, c'est vraiment pour du recrutement externe. D'accord, officier direct et sous-officier direct. On a effectivement notre promotion interne qui joue elle aussi son plein rôle dans l'ensemble de la structuration de notre écosystème militaire, mais elle est à part. Moi, je suis vraiment sur le recrutement externe, donc je m'adresse à la jeunesse française pour rejoindre les rangs de l'armée de terre. D'accord, oui, parce que les 15 000 jeunes qu'on recrute chaque année, finalement, c'est mon objet. Voilà, et sur ces 15 000 jeunes, c'est ça, il y en a combien que vous réussissez à faire venir vers la cyber ? La cyber ou le numérique. En fait, on a plus de 30 000 jeunes par an qui viennent chercher de l'information construite auprès de nous. On en a plus de 18 000 qui ouvrent un dossier d'inscription. Et sur ces 18 000, finalement, il y en a à peu près 15 000 qui terminent leur cursus d'évaluation et d'incorporation pour rejoindre nos rangs. 1 millier d'officiers, 2 000 sous-officiers et 12 000 militaires du rang. Pour la cyberdéfense, nous sommes avec des profils qui sont assez qualifiés, bien évidemment, puisqu'un sous-officier dans la cyberdéfense, globalement, on va le recruter avec un bac plus 2 en informatique, un BTS Ciel, par exemple. Et donc, effectivement, on est quand même sur une population qui est plus réduite de sous-officiers et d'officiers. Et on va en recruter une vingtaine d'officiers par an, de toutes origines, et puis entre 50 et 70 sous-officiers. Et j'imagine que vous y avez réfléchi aussi, parce qu'on sait que l'armée recrute soit des post-bac ou des plus jeunes, même qui n'ont pas le bac. Est-ce que là, vous pourriez, parce que l'armée, c'est aussi, on le dit pas assez, mais chacun d'entre nous a des gens de sa famille qui sont dans les différentes armées. C'est un centre de formation permanent. Et donc, j'imagine que là, aller chercher, surtout aujourd'hui où vous devez quand même vous battre avec le privé, ça peut arriver. Contre le privé, battre dans le bon sens du terme. Voilà. Mais vous avez vos arguments. Mais voilà, aller chercher aussi dans ces réservoirs de jeunes et leur dire, venez chez nous, on repère un peu ceux qui ont ces capacités au départ, et puis hop, on les forme, et en 3-5 ans, ils deviennent sous-officiers. Voilà. Alors, l'armée de terre a effectivement... Ça, c'est aussi une filière possible. Oui, tout à fait, parce que l'armée de terre a une offre très construite pour la jeunesse, de manière générale, et très précise aussi pour amener les jeunes sur leurs souhaits de formation. Nous avons une école militaire préparatoire technique à Bourges, qui fait première terminale sur un certain nombre de filières technologiques. Donc, ça permet pour nous, effectivement, d'avoir des jeunes
qui très tôt vont s'intéresser au milieu militaire et qui vont poursuivre comme sous-officiers mécaniciens, tourellistes, optroniques. On a beaucoup besoin d'optronique en ce moment puisqu'on a des véhicules de plus en plus équipés de capteurs, etc. Donc tout ce qui va être électronique, mécanique, venez, bien sûr, on sera heureux de vous accueillir. Et puis, au-delà de ça, on a aussi les lycées de la Défense qui accueillent les jeunes sur les parcours du lycée, puis des classes préparatoires. Mais encore, on a un BTS intégré ciel à Saint-Cyr-l'École qui nous permet effectivement d'avoir des sous-officiers assez rapidement dans le domaine de la cyber. Et puis pour ceux qui n'ont pas la chance de fréquenter les lycées ou écoles militaires d'emblée, eh bien nous avons des allocations finalement d'aide qui vont aider, des bourses avec quand même une promesse d'engagement à l'issue, mais une bourse qui va aider le jeune, qu'il soit en lycée ou en études supérieures, pour lui limiter les difficultés, en tout cas qu'il ne se trouve pas face à un plafond de verre pour poursuivre son rêve, qui doit être celui d'être militaire, bien évidemment. Alors, comment quel type de mission concrète mènent ces carrières ? Est-ce qu'on retrouve celles dont on parle ici régulièrement, donc dans les services de sécurité informatique des entreprises ? Voilà, j'imagine qu'il y a une partie défensive, une partie offensive. Voilà, alors, nous donner quelques exemples. Surtout, il ne faut pas oublier que c'est un militaire. Oui. C'est un militaire. Avec toutes les valeurs derrière de il a surtout une vie militaire et la vie, elle ne se passe pas au bureau. Je prends l'exemple du jeune régiment cyber à Rennes. Donc, il y a un régiment qui est en charge de la lutte informatique défensive des systèmes d'information de l'armée de terre, que ce soit les systèmes les plus critiques comme les plus opérationnels. Eh bien, ils sont en permanence en surveillance des réseaux informatiques qui doivent être défendus. Ils sont aussi en opération permanente, puisqu'ils sont en veille 24 heures sur 7 jours. Et ils sont sur 8 théâtres d'opération actuellement, en plus du théâtre national, bien évidemment. Donc le quotidien, ça ne se passe pas au bureau. Donc ils ont une vraie vie militaire, ils sont face à la réalité de la menace, ils savent pourquoi ils servent tous les jours, ils ont leur vie militaire et leur vie de technicien, souvent passionnés, qui se marient, se conjuguent l'un et l'autre pour habiller leur quotidien. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a quand même ce double, parce qu'on imagine, si on veut épouser la carrière militaire, on a envie de voyager, en tout cas de bouger, de faire d'être en extérieur, mais aussi d'être pas rester sur son écran, même s'il y a certainement des gens que ça passionne derrière son écran. Est-ce qu'en termes par rapport au privé, on imagine aussi au niveau du salaire? Alors pour les plus jeunes, entre guillemets, on arrive à être un peu équivalent. Voilà, plus compliqué juniors. Pour aller vers des cadres qui ont déjà quelques années d'expérience pour les attirer. Comment vous faites pour justement Alors, il peut y avoir sans doute des officiers de réserve qui se disent tiens, finalement, pourquoi pas ? Oui, effectivement, on parle aussi, c'est un sujet assez commun que la réserve en ce moment, le recrutement dans la réserve. Donc, il y a des compétences tout à fait particulières qu'on peut aller chercher à différents niveaux d'âge auprès de nos camarades concitoyens pour être réservistes spécialistes. Et là, c'est la compétence particulière qu'on va aller chercher. Et donc, effectivement, il n'y a pas d'histoire de parcours militaire et l'âge n'est pas indiscriminant. Donc ça, c'est une disponibilité de compétences que fait un individu à notre profit. Après, la réserve, elle s'adresse bien sûr à la jeunesse, mais à toute la population pour venir compléter nos effectifs. Maintenant, il y a une logique de flux, bien évidemment. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'armée de terre est une grande école de formation et elle l'assume. Donc nous formons, nous faisons monter en compétences, nous transformons la compétence en une nouvelle compétence. Donc nous réalisons des transferts depuis la cyber vers l'IA et la data, par exemple. Et puis, bien sûr, il y a l'escalier social qui fait qu'un certain nombre vont monter en grade, vont prendre des responsabilités plus importantes de management, de commandement, comme on est chez nous, bien évidemment. Et puis, il y en a certains qui vont dire je ne trouve plus tout à fait ma place. Après 7, 9 ans, 10 ans, eh bien, ils sont assurés d'avoir une compétence qui est valorisée par les valeurs humaines qu'ils auront cultivées au sein de l'armée de terre. Et effectivement, à ce moment-là, ils vont quitter le service actif, certainement poursuivre en tant que réserviste, mais rendre dans l'écosystème cyber français, finalement, qui a besoin aussi de ses compétences, le même service, le même engagement
de sécurité pour l'ensemble du pays. On arrive aujourd'hui, ces jeunes qui sont élevés dans le numérique, parce que évidemment c'est des jeunes comme les autres, mais parce que l'armée a sa culture, ces jeunes ont cette culture numérique. Vous trouvez, vous qui avez cette expérience, tout le monde sait s'adapter, même l'armée a réussi à s'adapter un peu à ces nouvelles générations qui ont un ADN différent. Alors de toute façon, c'est pas un choix. Oui, on s'adapte. S'adapter, c'est quand même dans l'ADN du militaire. Donc on le fait. Et puis finalement, on est très surpris de voir que nos jeunes s'adaptent très bien aussi à nos codes et à nos valeurs, parce qu'ils y retrouvent leur envie de servir, ils y retrouvent le sens de l'engagement, ils y retrouvent les valeurs que nous défendons au quotidien. Et puis ils apprécient finalement qu'on leur donne des limites parfois, quand ils sont sur le terrain, de l'usage de leur téléphone portable. Ils se rendent compte que finalement ils en ont un peu moins besoin que ce qu'ils ont prévu. Et puis on utilise aussi leurs compétences dans le numérique, que ce soit bien sûr pour toute l'innovation et les technologies dont nous avons besoin, et puis comme nous l'avons fait avec le jeu en réalité alternative, pour les amener à jouer avec nous jusqu'à nous découvrir d'une manière un peu différente. Oui, et puis j'imagine que, pareil, cette culture des réseaux sociaux aujourd'hui, les TikTok, Snapchat et tout ça, ça fait partie aussi, ça fait partie de l'univers de ceux qui nous attaquent aussi. Donc, exactement, donc on ne peut pas rester en dehors de ce fait de société, et donc nous y sommes les deux pieds pour notre campagne de recrutement, bien évidemment, mais aussi c'est une prise en compte qui est quotidienne, dans le quotidien du soldat, que de gérer correctement les réseaux sociaux, de vérifier l'information et aussi de lutter contre la désinformation qui viserait à entacher l'image de l'armée de terre. Eh bien, merci, colonel Pierre-Arnaud Borelli, d'être venu nous parler de ce recrutement donc, au sein de l'armée, recrutement tech. On a parlé de cyberdéfense, mais bien entendu, l'IA, la data, enfin tous les métiers dont on parle ici. Vous avez ces besoins aujourd'hui, et on l'a compris à tous les âges et tous les niveaux d'expérience. Donc l'appel est lancé. Alors, la campagne, c'est peux-tu le faire. Voilà, donc allez voir. Et tout sur s'engager.fr, bien évidemment. Eh bien, merci d'être venu parler de tout ça. Je rappelle, vous êtes chef de corps du groupement de recrutement et sélection Nord-Ouest. Merci. Et tout de suite, rendez-vous avec la rédaction de Tech & Co. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Et avec la rédaction de Tech & Co, avec Salomé Ferrari. Bonsoir Salomé. Bonsoir. On parlait hier ensemble des deepfakes générés sur Sora 2. Eh bien, on poursuit parce que là, c'est sur Instagram X, mais aussi sur YouTube. La plateforme a donc décidé, parce qu'il y a beaucoup de deepfakes, on en voit chaque jour quotidiennement. Certains font rire, mais d'autres un peu moins. Et justement, YouTube a décidé de proposer un outil pour détecter les deepfakes des créateurs de contenu. Moi, j'ai ma première question, comment ça marche ? Forcément, bah oui, YouTube veut toujours jouer les bons élèves. Alors face à tous les fameux dérapages dont tu parlais sur Sora, qui utilisent souvent l'image des célébrités mortes ou vivantes, on a ce fameux nouvel outil. Alors le but, c'est de détecter les ressemblances entre les différentes vidéos et les signaler aux créateurs de contenu s'ils contiennent donc des représentations non autorisées de visage ou de la voix. Alors pour ça, les créateurs de contenu doivent s'identifier avec une pièce d'identité pour éviter tous les débordements. Ensuite, en fait, ça fonctionne un petit peu comme Content ID, donc lui qui fait la chasse aux contenus qui sont dupliqués sans autorisation s'ils sont protégés par le droit d'auteur. Là, c'est exactement la même chose. Il va faire la comparaison derrière. Exactement, c'est ça. En fait, il compare les vidéos, par exemple tes créateurs de contenu, tes vraies vidéos, avec toutes celles qui sont en ligne, et s'il y a une ressemblance, il va signaler directement au créateur de contenu. D'accord, c'est ça, parce que une fois que la vidéo est signalée donc au créateur de contenu, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est lui qui a la main ? Exactement. Comment ça se passe par rapport à YouTube ? Dans ces outils de gestion de chaîne, il y a un petit onglet qui s'appelle détection de contenu, et là il y a la liste de toutes les vidéos qui ont été répertoriées par l'IA de Google. Ensuite, il va s'assurer si effectivement il y a usurpation d'identité ou non, et là il a deux choix. Soit il peut demander à faire retirer la vidéo, soit il peut simplement rien faire et entre guillemets l'archiver et on passe à autre chose. Mais attention, une demande de retrait, ça ne veut pas forcément dire que la vidéo va être retirée, c'est classique. La personne qui a usurpé l'identité va recevoir une notification. Dans ce cas-là, soit il peut la retirer, la modifier ou ne rien faire. Et dans ce cas-là, les équipes de YouTube devront un petit peu intervenir pour trancher qu'est-ce qu'on fait de cette vidéo. Alors justement, ce marquage pour détecter ces deepfakes sur YouTube, si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a ce contexte d'actualité. L'article est très clair dans Tech & Co. Mais ça veut dire que c'est déjà disponible ? Alors, c'est déjà disponible pour certains créateurs de contenu. Forcément, c'est un outil qui vient de commencer, donc c'est encore en phase de développement. Les premiers, ils ont reçu un mail aujourd'hui, si tout se passe bien. Les autres, ils vont recevoir au fur et à mesure un mail dans les mois à venir. Mais attention, vu que c'est en développement, forcément, il y a des petits couacs au début, donc il y a fort à parier qu'il y aura beaucoup de vidéos
ou forcément ce sera la vraie image, ce ne sera pas forcément une usurpation d'identité, donc il faudra bien être attentif. En tout cas, voilà, on est content en tout cas que YouTube s'intéresse à tout cela et à ces deepfakes, parce qu'on les voit vraiment, c'est en train de nous envahir. Merci Salomé Ferrari, journaliste à la rédaction de Tech & Co. Bien entendu, tous ces sujets et beaucoup d'autres à retrouver sur le site de BFM Business et sur le site de Tech & Co. Allez, on va parler d'ultra-intelligence et de littérature, c'est tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Notre invité s'appelle Aymeric Roucher, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Merci d'être avec nous. Alors, on vous reçoit parce que vous avez sorti un livre aux éditions Odile Jacob qui s'appelle Ultra Intelligence, jusqu'où iront les IA. Alors, il y a une partie qui est à la fois l'histoire de l'IA. Vous nous faites quelques rappels bienvenus, parce que c'est vrai que tout d'un coup, on se rend compte que, pour certains, peuvent se rendre compte que l'IA, ça fait quand même un moment qu'on en parle. Elle n'est pas née en 2022. Il y a une ère un peu glaciaire, c'est vrai, mais en tout cas, c'était important d'avoir ça. Et puis, on se projette aussi dans le futur. Donc, transformation du monde du travail. On va parler de souveraineté aussi dans cet ouvrage. Alors, vous n'êtes pas un écrivain à proprement parler. Vous êtes polytechnicien, vous êtes ingénieur en informatique, spécialiste en machine learning, ancien responsable des agents IA chez Hugging Face, et vous avez lancé votre start-up qui a pour nom c'est encore en gestation. C'est encore en gestation. Alors, en tout cas, vous lancez votre start-up. Première question avant de parler de cet ouvrage, comment vous percevez un peu ce tourbillon dont on parle ici tous les soirs, là, ces milliards de dollars dépensés partout, cette innovation chaque soir? Je disais tout à l'heure au début de l'émission, on va quand même pas parler d'OpenAI tous les soirs. Si, on en parle tous les soirs. Là, il y a encore un navigateur qui sort. Voilà, comment vous percevez ça aujourd'hui? Alors, je suis d'accord avec vous. Je pense que ça va extrêmement vite. Et en fait, c'est pour ça que j'ai voulu en parler. C'est que, après avoir vu ça de mon côté d'ingénieur, j'ai vu la technique. Et c'est pour ça que je m'appuie sur la technique, comme vous le dites dans la première partie du livre. Je pense qu'il faut poser ces bases-là. Et en fait, quand on s'appuie sur la technique, on voit la suite du livre, c'est-à-dire cette espèce de décollage fulgurant des capacités des IA vers ce que j'appelle une ultra-intelligence, un peu le concept clé. C'est pas l'intelligence générale. C'est le concept est un peu différent que l'intelligence générale qui sera un jour l'intelligence qui sera la même que celle, qui serait aussi puissante que celle de l'humain. Votre définition, elle est différente de cette ultra-intelligence. Oui, exactement. En fait, je pense qu'on a un biais humain, et en fait, même chez les ingénieurs, on l'a souvent, de se dire, on va essayer de... Si on veut appeler cela une intelligence, ces intelligences artificielles, si on veut les appeler des intelligences, on va vouloir qu'elles aient toutes les mêmes caractéristiques, qu'elles cochent toutes les cases que coche l'intelligence humaine, et donc qu'elles soient au moins aussi bonnes que nous sur tous les domaines. Par exemple, cette notion de AGI, donc l'intelligence artificielle générale, c'est un peu ça, c'est l'idée de cocher au moins toutes les cases de l'intelligence humaine. Mais moi, je pense que ce qui est plus pertinent, c'est de voir là où les IA sont largement meilleures que nous. Un exemple qui m'a frappé, c'est qu'une IA d'aujourd'hui, si vous lui demandez de jouer au morpion, elle peut perdre face à un enfant de 10 ans. Simplement parce qu'elle n'a pas été entraînée pour ça, c'est pas une capacité dans laquelle elle brille particulièrement. En revanche, la même IA, vous lui demandez de coder le programme qui va être capable d'être complètement imbattable au morpion, elle va réussir à vous faire ce programme-là d'un seul coup et donc abattre ce même enfant. En fait, pour moi, c'est plus pertinent de regarder ces dimensions de l'ultra-intelligence, ces domaines où l'IA est bien meilleure que nous et va ouvrir des nouvelles possibilités. Alors, il y a beaucoup de choses dans cet ouvrage. Dans la deuxième partie, là, je regardais ça. Alors, ça s'appelle la course aux étoiles, et justement, vous dites c'est un progrès fulgurant et la révolution de l'ambivalence. Ça veut dire quoi? Alors, si on revient en arrière, en 2019. En fait, on pourrait même revenir encore plus en arrière, en 2015, la création de OpenAI, donc cette boîte américaine qui à l'époque était complètement inconnue, qui n'était même pas vraiment une boîte au début, c'était une fondation avec des chercheurs qui partaient un peu dans leur rêve. On en a suffisamment entendu parler avec Elon Musk, qui a bien râlé contre ses anciens qui aurait adoré reprendre le contrôle parce qu'il y a mis des millions et il aurait bien aimé en tirer quelque chose. En fait, au début, c'était ce pari des chercheurs de faire une intelligence qui apprenne juste à générer du texte. Et en fait, ce dont on s'est aperçu en 2019, c'est qu'en entraînant simplement une IA à générer du texte, on n'avait plus besoin de la spécialiser dans un domaine particulier. On pouvait avoir une IA, comme elle était entraînée à prédire tous les textes assez précisément, en fait, elle avait intégré les connaissances qui sont nécessaires à prédire la suite des textes. Et ça veut dire être intelligent. Un exemple qui était donné par Ilya Sutskever, un des anciens chercheurs d'OpenAI qui était lead là-bas, c'était de dire une enquête de police, un roman d'Agatha Christie, si à un moment le texte dit « et là, l'enquêteur pointa du doigt le coupable, 2 points, en laissant en suspens la suite », un modèle qui serait capable de prédire précisément le mot suivant, donc le nom du coupable, ça veut dire qu'il doit avoir compris en amont tous les éléments de l'enquête. Et donc c'est là qu'ils ont mis les premiers pas de cette intelligence qui était beaucoup plus généraliste que les précédentes.
Et ensuite, si on regarde la trajectoire de progrès, pourquoi je dis une trajectoire de progrès fulgurante, c'est qu'en 2019, ces tout premiers modèles, à l'époque, on avait GPT-2, donc vraiment l'ancêtre du GPT-5 actuel, qui savait à peine enchaîner 2 phrases cohérentes. GPT-3, lui, il savait enchaîner non seulement les phrases, mais les idées. GPT-4, il résolvait la première question de l'examen d'entrée de Polytechnique. Et GPT-5, je l'ai testé tout à l'heure, il résout l'intégralité de l'examen. Oui, c'est quand même assez incroyable. Et justement, vous décrivez dans cet ouvrage cette course à la puissance je veux dire, computationnelle, voilà, c'est comme ça qu'on pourrait la décrire. Vous pensez que l'IA atteindra justement un point de rupture un jour, ou alors est-ce qu'on va toujours être en auto-amélioration continue ? Je pense que ça, c'est une excellente question. Aux États-Unis, parmi les chercheurs les plus avancés, il y en a certains qui tirent une sonnette d'alarme en disant l'IA pourrait échapper à notre contrôle, continuer à s'auto-améliorer. Ça, je le traite dans le livre. Je pense que c'est une question qui reste ouverte parce qu'il y a aussi, à mesure que l'IA s'auto-améliore, elle va rencontrer aussi de plus en plus vite des nouvelles barrières. Donc, peut-être que, je pense que c'est pas tranché cette question de est-ce qu'il y a une possibilité d'échappement. Je pense que le risque est faible et puis c'est un problème technique. Donc, au pire, on peut le résoudre. Là, justement, on en a parlé tout à l'heure dans le débrief avec nos experts. Il y a un moratoire là qui est sorti. Alors, il y a tout le monde. Le Prince Harry, Will.i.am, Steve Bannon. Enfin voilà, ça part dans tous les sens. Qui veulent dire attention à cette IA. Il faut davantage de gouvernance. Ils disent pas freiner le développement, bien qu'ils l'apprécient. Comment c'est pas possible de faire ça. Je pense qu'individuellement, c'est le cri est bon à lancer, enfin l'appel est bon à être lancé sans doute, surtout que j'imagine que tous ces gens-là n'ont pas les mêmes, il y en a un c'est pour les deepfakes, il y en a un autre c'est pour la politique, enfin, il y a pas mal de choses différentes. Moi, je suis d'accord avec votre point que c'est difficile de sortir de la course. Pour moi, c'est impossible d'en sortir individuellement. Parce que, donc ça, je l'entraide sur le chapitre sur la souveraineté. Je pense que c'est une technologie qui est tellement puissante et qui va tellement augmenter toutes les forces d'une nation, mais y compris la force militaire, que si décider de sortir seul de la course, c'est risquer de devenir comme dans la fable de La Fontaine, on risque de devenir le pot de terre. Et même si on est très amis avec le pot de fer voisin qui, lui, a développé l'IA à fond et est beaucoup plus solide que nous, en fait, le premier chaos de la route va nous jeter l'un contre l'autre et c'est le pot de terre qui risque d'éclater. Donc, en fait, choisir de sortir de la course à l'IA, c'est abdiquer sa souveraineté. Ce qui, je pense, est dangereux. D'ailleurs, ce qui est intéressant, vous parlez de la course à la souveraineté. Moi, c'est ces 2 thèmes là que j'ai vu surtout, la transformation du monde du travail, cette course à la souveraineté. Vous êtes ni pessimiste ni optimiste, mais vous êtes assez, assez factuel finalement. Et c'est ça qui est intéressant dans cet ouvrage. Vous avez voulu, ne pas créer le climat anxiogène parce que là, si on veut, on pourra en écrire des pages et des pages. Ne pas non plus donner espoir en disant vous allez voir, ça va. Nous, les Français, on va être beaucoup plus forts que les Américains parce qu'on sait bien. Enfin, je trouve que c'est ça que vous avez réussi. Et c'était une volonté dans l'écriture de cet ouvrage. Alors j'ai essayé de ne pas me projeter trop loin. En fait, j'ai essayé de prendre ce que je savais sur le plan technique et donc de l'expliquer au lecteur et de projeter un peu, mais encore techniquement, où ça pouvait aller. Et ensuite, sur les conséquences de société, j'essaie de ne pas me projeter trop loin parce que je pense qu'aussi, moi, je peux tirer les conséquences un peu à l'ordre 1. Dire, par exemple, si les IA sont capables de faire le travail à notre place, en effet, on va devoir se poser la question de comment on fait s'il n'y a plus de travail. Mais ensuite, aller plus loin que ça, je pense que je suis peut-être moins légitime là-dessus, donc j'ai pas voulu trop m'avancer. Et en effet, je pense qu'en tant que société, on a tout de même ce défi de poser tous ces différents axes. Il y en aura qui seront vraiment des pures conséquences positives. Par exemple, dans le domaine de la santé, il va y avoir des améliorations phénoménales. Il y en a qui sont des risques aussi, et je pense qu'il faut qu'on mesure très précisément dans chaque domaine quels sont les risques pour être capable de brider les uns sans non plus tout arrêter parce que on revient à ce problème de souveraineté dont on parlait. La 4e partie du livre, c'est que faire ? Faut-il ralentir, gagner la course, la place de l'IA dans la société ? J'imagine que ça vient de toutes vos discussions avec plusieurs de vos collègues. Alors, dans l'IA, il y en a quand même beaucoup qui sortent de l'X, donc je pense que vous connaissez un peu tout le monde. Ça vient d'où là ? Tous ces c'est pas des conseils, c'est des réflexions. Vous donnez des pistes de réflexion davantage. C'est ça. Donc par exemple, sur le plan politique, je pense qu'on a certainement besoin d'investissement. Si on compare ce qui se fait aux États-Unis, donc OpenAI pour leur projet Stargate, ils ont levé 500 milliards. Nous en Europe, on est à quelques milliards pour les plus grands data centers, mais on a une différence d'ambition d'un facteur 100. C'est assez terrible, quoi. Si on se dit qu'il y a une course, on va pas la gagner dans la direction où on est parti actuellement. Je pense qu'en termes de régulation aussi, on a des changements à faire. Donc ça, c'est les changements au niveau collectif. Et je propose aussi des pistes individuellement parce que je pense que chacun peut être acteur de ce changement
changement. Justement, aujourd'hui qu'on a l'IA, c'est plus facile que jamais de se former et de devenir soi-même compétent et d'avoir soi-même un impact dans ce domaine. Est-ce que si on devait dire en conclusion pour votre livre, il faut s'inquiéter un peu, s'enthousiasmer beaucoup et surtout se sentir responsable, c'est un peu comme ça qu'on pourrait... Exactement, je pense que c'est une excellente conclusion et je recommanderais aux gens donc de se former et peut-être de lire mon bouquin peut être une première étape. En tout cas, et en plus il se parcourt assez, c'est pas critique ce que je dis, mais assez facilement, c'est-à-dire qu'on peut vraiment prendre certaines des parties, voilà, pour ceux qui s'intéressent à ces technologies, en tout cas voilà, je le conseille. Aymeric Roucher, ultra intelligent, jusqu'où iront les IA, cette édition Audi Jacob, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir le jour où cette start-up sera lancée. Merci Aymeric Roucher d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, c'est terminé. Retrouvez-nous évidemment sur YouTube, les podcasts, les replays, sur le site BFM Business, et nous, rendez-vous demain, même heure, même endroit. Tiens, on parlera beaucoup jeux vidéo. La Paris Games Week, c'est la semaine prochaine. Une bonne soirée sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.